Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aujourd'hui en France, le dépistage néonatal effectué à la naissance permet de détecter 5 maladies graves. Mardi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé qu'il serait étendu dès 2020 à une autre maladie appelée le déficit en MCAD. Le dépistage de cette maladie avait été recommandé par la Haute Autorité de Santé dès 2011. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de le mettre en place? Pourquoi, comparé à d'autres pays, la France dépiste-t-elle moins de maladies à la naissance? Bonjour Ségolène Aimé. Bonjour. Vous êtes médecin généticienne et directrice de recherche émérite à l'INSERM. Alors aujourd'hui en France, comment fonctionne le dépistage néonatal et en quoi consiste-t-il ? Alors le dépistage néonatal, ce sont les examens qui sont effectués systématiquement sur 100% des nouveau-nés pour trouver des maladies graves qui n'ont pas encore d'expression, mais qui vont apparaître dans l'enfance et qui peuvent être atténués dans leurs symptômes ou même complètement normalisés si on intervient très très vite. Donc c'est une course contre la montre dans les premiers jours. Quelles sont ces maladies ? Alors ces maladies sont des maladies métaboliques, c'est-à-dire des absences généralement d'enzymes qui sont essentielles à faire fonctionner notre corps et qui peuvent avoir des substituts pour aider à atténuer les symptômes. Alors il y a historiquement la phénylcétonurie qui a été la première maladie dépistée, l'hypothyroïdie, la mucoviscidose, la drépanocytose et l'adrénoleucodystrophie. Et puis on dépiste aussi la surdité congénitale en plus de ces 5 maladies. Donc le dépistage, ce n'est pas que la goutte de sang qu'on prend au talon des enfants. Et lorsqu'on détecte la surdité congénitale, que se passe-t-il ? Après, on peut avoir une autre attitude vis-à-vis des enfants, puisqu'on sait qu'ils n'entendent pas, donc on va communiquer avec eux très différemment et ensuite discuter avec les parents les options de les appareiller pour qu'ils entendent. Voilà. Et pour la mucoviscidose ? Alors la mucoviscidose, c'est une maladie qui a été adjointe à la liste en 2005, qui ne correspond normalement pas complètement aux critères des maladies qu'on doit dépister parce que en réalité, le traitement n'est pas curatif vraiment, mais ça permet de prendre en charge de façon plus efficace les infections que les enfants vont développer très rapidement et donc ça améliore la qualité des soins. Donc ce n'est pas une maladie pour laquelle il y a une révolution grâce au dépistage, mais en tous les cas, ça permet de mieux prendre en charge les enfants. Mais pour les autres, ça prévient vraiment complètement les complications. Et par exemple, avec la phénylcétonurie, c'était des enfants qui avaient un déficit intellectuel profond autrefois, et qui maintenant fonctionnent complètement normalement, sont devenus parents, ont des enfants, etc. Qu'est-ce que le déficit en MCAD, puisque donc c'est cette maladie, alors pour moins inconnue, qu'il s'agit de dépister, Ségolène Aimé. Alors c'est une maladie qui touche une personne sur 10 000 à 20 000, on ne sait pas exactement parce que c'est très rare quand même. C'est une maladie qui empêche d'utiliser les graisses comme source d'énergie. Et donc, les graisses, c'est notre stockage d'énergie. Et donc, quand les personnes sont à jeun, ont un besoin d'énergie supplémentaire à cause de l'effort ou de la maladie, eh bien, du coup, ils sont en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, c'est très mauvais. Ça peut même abîmer sérieusement le cerveau. Donc, ça peut faire mourir. Il y a à peu près 20% des bébés non traités qui vont mourir d'une hypoglycémie dans les 3 ans qui suivent leur naissance. L'hypoglycémie, ça peut être aussi dangereux. Ah bien sûr, parce que le sucre, c'est notre source vitale. Et si le cerveau n'est pas alimenté avec du sucre, plus rien ne fonctionne et donc ça s'arrête. Voilà. Et s'ils n'ont pas une mort dans 20% des cas, ils peuvent avoir des séquelles neurologiques et donc avoir des déficits cognitifs par la suite. Donc on est capable de prévenir ces hypoglycémies, d'abord en avertissant les parents que les enfants sont à risque d'hypoglycémie grave et en faisant en sorte qu'ils soient alimentés, même quand... voilà. Mais alors, pourquoi dans ce cas-là avoir attendu aussi longtemps si la gravité de cette maladie est telle, Ségolène Aimé ? C'est une très bonne question. Alors d'abord, on a attendu effectivement beaucoup trop longtemps. C'était inadmissible de prendre une décision d'extension du dépistage et de ne pas la mettre en œuvre, mais il y a des explications qui sont peut-être pas complètement des excuses, mais au moins il y a des explications. La première, c'est que cette maladie ne pouvait se dépister qu'avec une méthode biochimique qui requiert un appareillage qui s'appelle un spectromètre de masse. Et ces spectromètres de masse sont des appareils coûteux
qui demandent une bonne expertise de la part des gens qui s'en servent et qui n'étaient pas disponibles dans les laboratoires qui faisaient historiquement le dépistage néonatal en France. Parce que la France a débuté son dépistage néonatal en 1972, très tôt par rapport aux autres pays, et c'est très très bien organisé. Mais de ce fait-là, elle a créé à l'époque des petits laboratoires attachés à des services de pédiatrie qui ensuite se sont professionnalisés, mais sont restés en dehors un peu du système des grands laboratoires des CHU de notre pays. Et c'est pas ce qui s'est passé dans les autres pays qui ont démarré plus tard, mais du coup, ce sont les grands laboratoires de biochimie traditionnels, c'est eux qui ont fait ça. Et donc, ces petits laboratoires, du coup, ne se sont pas équipés quand les nouveautés technologiques sont arrivées. Et donc, on s'est retrouvé en 2011 avec une décision d'étendre à cette maladie qui requérait cette nouvelle technologie qui ne pouvait pas être faite autrement. Le dépistage dépendait de ça. Et donc, c'était un changement structurel qui nécessitait premièrement ces achats de gros appareils, mais aussi de réduire le nombre de laboratoires en France, de restructurer et en gros d'en avoir un par région. Et vous savez quelles sont les résistances au changement que dans le système médical, elles sont énormes. Donc, d'une part, il y a eu des résistances et d'autre part, c'était aussi une petite patate chaude pour le gouvernement parce que jusqu'à présent, le dépistage était géré par une association qui avait été montée par les pédiatres en 1972, qui fonctionnait très bien et qui était financée par la Caisse nationale d'assurance maladie, mais il fallait que ça soit repris donc par le système de santé et donc des gros changements structurels comme ça, eh bien, ça prend du temps. Merci beaucoup, docteur Ségolène Aimé. Vous êtes directrice de recherche émérite à l'INSERM.